Se donner des réponses aux questions fondamentales par soi-même et pour soi-même. Donc, enregistrement pour le mois de novembre de l'année 2022. Donc, dans les derniers jours, j'ai écrit pour répondre à des questions qui m'ont habité au fil des ans. Donc, mais présentement, je suis rendu à 41 ans et c'est des questions que je me posais là, quand j'avais 20 ans. Et c'est souvent intéressant à un moment donné de voir où est-ce qu'on en est par rapport à certaines questions fondamentales là, liées entre autres à la conscience. Et c'est sûr que si je me poserais ces questions-là rendues à 60 ans ou 80 ans, probablement que les réponses qui émergeraient en moi seraient différentes. Donc c'est intéressant de voir comment qu'on peut évoluer ou se positionner au fil du temps par rapport à certaines questions fondamentales. Et dans cet esprit-là, ben, j'ai répondu à des questions, ce qui m'a amené dans les derniers jours à écrire. Et là, aujourd'hui, je vais vous partager là, un texte que j'ai produit en relation avec ça. Je vais faire la lecture de ce texte et vous allez pouvoir d'ailleurs le retrouver en totalité en cliquant sur le lien web là, qui figure en bas de l'enregistrement présent. Donc, les questions que j'ai explorées sont les suivantes et c'est des questions que vous pouvez explorer par vous-même. Naturellement, ce qui est important ici, c'est pas les questions que moi je peux donner à les réponses pardon que je peux donner à ces questions-là. C'est plutôt les réponses que vous pouvez vous donner aux questions que vous pouvez vous poser en lien entre autres avec la conscience ou d'autres sujets. Parce que c'est à l'individu lui-même de définir c'est quoi le réel et d'être capable fondamentalement de se donner des réponses aux questions qui peuvent l'habiter. Donc, les questions que je vais viser à répondre, c'est qu'est-ce que la conscience? Est-ce que la conscience peut influencer le réel? Et la dernière question que je vais aborder aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement, c'est est-ce qu'il existe une intelligence plus vaste que soi? Donc, je vais débuter à vous partager mes réponses. Tout d'abord, qu'est-ce que la conscience? La conscience est un espace multidimensionnel recevant de l'information provenant de différents niveaux de réalité qui l'influencent simultanément. La conscience humaine est le point de jonction de plusieurs réalités. Donc, je vais poursuivre. En fait, dans le prochain paragraphe, je vais faire allusion à la théorie du cerveau triunique, c'est-à-dire que le cerveau humain, sur le plan physique, est composé de 3 composantes, c'est-à-dire tout d'abord le cerveau reptilien qui est associé à l'aspect instinctif, comme par exemple le désir sexuel ou la capacité rapidement là, de générer une réaction de fuite et qu'il y ait de sécrétion massive de l'hormone du cortisol dans l'organisme pour faire face à une menace, comme par exemple un ours qui apparaît alors qu'on est en forêt, donc pour être capable de fuir rapidement ou faire face rapidement à un danger. Donc, le cerveau reptilien, c'est lié à l'instinct de survie, l'instinct de préservation. Ensuite, il y a le cerveau limbique qui est associé à la gestion des émotions, donc la tristesse, la joie, ainsi de suite. Et il y a également le néocortex qui est apparu par la suite, parce que le cerveau reptilien, c'est la dimension plus primitive du cerveau. Ensuite, le cerveau limbique un peu plus sophistiqué et le néocortex est encore plus complexe. C'est l'aspect du cerveau qui sert à faire entre autres de la méta-analyse, donc de la réflexion. Donc l'analyse intellectuelle est en relation avec l'activité du néocortex. Donc là, je vous ai mis un petit peu en contexte là, par rapport aux 3 composantes du cerveau auquel je vais faire allusion là, dans le paragraphe qui suit. Donc, il y a une partie des informations venant du cerveau limbique et reptilien, traitant des informations sensorielles qui peuvent être interprétées comme venant d'ailleurs par la personne réfléchissant lorsqu'elle a une activité de méta-analyse avec le néocortex, alors que ce n'est pas le cas étant donné que la conscience méta-analytique peut être mystifiée par elle qui lui arrive rapidement de ses autres cerveaux.
Par exemple, l'individu va obtenir des informations se rapportant à la détection du non-verbal d'une personne, permettant de connaître son état émotionnel sans que lui ait émis une volonté analytique intellectuelle en ce sens au préalable d'obtenir ces informations. Il y a des informations qui sont perçues plus rapidement que la volonté consciente de les percevoir et traitées aussi par le cerveau. Donc, néanmoins, il y a des informations qui peuvent venir réellement d'ailleurs, soit des perceptions à distance, remote viewing, et de la télépathie. Donc, l'individu est un carrefour de la rencontre d'influences nouménales, psychiques et phénoménales physiques. Donc, ici, je faisais allusion au concept que la pensée vient d'ailleurs, là, qui a été amené, entre autres, là, par Bernard de Montréal. Donc, des fois, on peut se mystifier en pensant qu'il y a des éléments qui vont émerger en nous qui viennent d'ailleurs, alors que ce n'est pas le cas, mais il y a d'autres cas aussi que ça peut être réel. Donc, ici, je fais référence au phénomène psychique. Ensuite, je vais poursuivre la conscience, consciente d'elle-même, qui se réfléchit, donc métaconscience, en relation avec l'activité du néocortex, va prendre conscience des idées et des décisions qui sont prises en relation avec l'activité du cerveau limbique et celui reptilien, soit ces cerveaux qui sont présents dans le corps physique et traitent de l'information plus rapidement qu'elle. La métaconscience va réaliser des choses après coup, venant de l'activité du cerveau limbique et reptilien, et aussi en fonction de sa relation avec le champ quantique qui l'influence instantanément. Donc, j'arrête ici momentanément la lecture. Ce que je veux dire, c'est que le cerveau le plus rapide au sein d'un individu, puis c'est logique aussi, c'est pour la préservation de son corps biologique, c'est le cerveau qui est de type reptilien. Lui, il traite très rapidement l'information. Le cerveau limbique, il traite un petit peu moins rapidement l'information, puis le néocortex, il traite plus lentement l'information que les deux autres. Donc, en comprenant ça, ben, ça nous permet de comprendre que tout ce qui est activité réflexive de métaconscience, c'est toujours une activité qui est plus lente que les autres activités du cerveau. Donc, et par la suite, je vais poursuivre la lecture de mon texte. Des matérialistes vont dire que si les drogues affectent le fonctionnement du cerveau et de la conscience, c'est parce qu'elles ne seraient que le fruit de l'activité du cerveau physique sur le plan phénoménal. Donc, je réponds à ça que la conscience est plus que le fruit de l'activité du cerveau physique. La conscience peut être aussi affectée par le champ quantique n'étant pas de nature physique, mais psychique. Donc, la conscience est sous l'influence de ce qui est physique, alcool, drogue, etc. Donc, qui peuvent altérer son fonctionnement, mais aussi de ce qui est le champ quantique, soit de plusieurs niveaux de réalité. Donc, à travers, entre autres, les phénomènes psychiques là, auxquels je faisais allusion. Les idées nouvelles ne sont pas générées par le néocortex du cerveau où se manifeste la conscience permettant de faire de la méta-analyse, réflexion. Elles peuvent seulement être interceptées par lui via l'intuition. La conscience est en contact directement avec le monde des idées ou le champ quantique. Comme il a déjà été dit par Bernard de Montréal, le cerveau est comparable à un récepteur d'ondes radio qui reçoit des ondes venant d'une station de radio qui ne génère pas les ondes, mais les intercepte. Est-ce que la conscience peut influencer le réel? La conscience individuelle permet d'influencer la réalité physique et non physique car étant non séparée du tout, intrication quantique et monisme-immanentisme. Par contre, elle peut également être influencée par cette réalité multidimensionnelle. Les influences vont dans tous les sens. L'individu est soumis à certaines programmations qui lui échappent. Par contre, il y en a certaines que son activité de conscience peut moduler ou changer. Il peut être programmé et programmateur simultanément. L'hypnose et l'effet placebo sont de beaux exemples de programmation que l'individu peut générer et qui ont un effet sur sa personne. Donc, l'individu a un pouvoir d'agir et d'influence sur le réel, étant la construction de multiples consciences en interaction. Est-ce qu'il existe une intelligence plus vaste que soi?
Le simple fait qu'il existe le champ quantique confirme qu'il existe de l'intelligence au-delà de la dimension physique. C'est ce champ d'énergie qui permet de recevoir des idées au-delà des distances. Principe de non-séparabilité rendant possible la télépathie, la vision à distance et le champ morphogénique. Donc, le champ morphogénique, je fais une petite parenthèse ici, je fais référence là, à la théorie qui a été développée par Rupert Sheldrake. Et ça, c'était notamment en relation avec les animaux, qui faisait en sorte que les animaux pouvaient percevoir de l'information à distance, là, notamment en lien avec la théorie du centième singe. Donc, lorsqu'une masse critique, par exemple, d'individus d'une espèce, prenons les singes qui avaient leurs patates, des singes qui étaient séparés d'eux sur le plan physique parce que c'était des singes qui se retrouveraient sur une île distincte et il n'y avait pas de possibilité de communiquer de l'information d'un endroit à l'autre, ils étaient isolés, séparés. L'autre groupe avait le même comportement sans qu'il y ait une communication directe du comportement, puis en lien avec le champ morphogénique, comme l'expliquait Rupert Sheldrake, ça s'applique aussi, en plus des animaux, à l'être humain dans le sens qui, lorsque j'écoutais un de ses enregistrements, il donnait comme l'exemple de la femme qui, par rapport à son bébé naissant, qui l'allaite, va avoir des montées de lait au même moment où ce que l'enfant va demander le sein ou va pleurer là, parce qu'il a faim. Donc, il y a comme une synchronisation entre les deux qu'il a observé. Donc, c'est sûr que si le bébé est en présentiel, la réaction du corps physique de la mère, on pouvait s'y attendre, mais séparé quand même d'une grande distance physique. Donc, séparé de plusieurs kilomètres et au même moment que le bébé demande, par exemple, le sein, la mère va avoir une réaction corporelle en simultanéité sans que le bébé soit proche sur le plan physique, là. Donc, l'explication qui est donnée pour permettre de comprendre ce type de phénomène, c'est l'existence du champ morphogénique. Donc, je poursuis la lecture de mon texte. Comme les phénomènes qui se déroulent sur le plan physique ne sont pas déterminés totalement par des éléments issus de ce plan physique, eh bien, il existe un autre niveau de réalité, le transcendant, et a une incidence sur eux. La réalité ultime échappe au temps et à l'espace. De plus, la réalité ne peut pas être appréhendée totalement par l'intellect, néocortex. Par conséquent, l'existence d'un déterminisme absolu venant du plan physique n'existe pas. Je vais dans le sens des postulats de la physique quantique plutôt que de celle classique. Donc, j'évalue que je suis un être interconnecté avec le tout quantique qui m'influence et que je peux influencer en tant que personne sur le plan physique ou à distance sur le plan psychique. Le tout est un champ d'énergie, n'étant pas doté d'une conscience comparable à celle d'un être humain et à une personnalité. L'intelligence au-delà du plan physique ne peut pas être assimilable à celle d'un bon Dieu ou d'un archange veillant sur nous qui serait attribuable à une projection anthropomorphique de croyances de l'individu. La conscience ne s'appréhende pas totalement avec des idées, formes qui existent déjà. Il existe de l'intelligence au-delà de l'ego qui a généré des programmations et qui l'a rendu possible. Elle ne peut pas et ne pourra pas jamais être totalement appréhendée par l'ego intellectuellement. Donc, il y aura toujours une dimension mystérieuse pour l'intellect s'y rapportant. L'individu doit accepter cela. Il pourrait passer sa vie à essayer de la comprendre intellectuellement, mais il n'y arrivera jamais. Tôt ou tard, il doit reconnaître qu'elle s'avère plus vaste que son intellect, qu'il accepte ou non ce constat, cela ne changera rien à la réalité de la conscience qui échappe à la capacité de compréhension intellectuelle. Donc, les neuropsychologues, d'une perspective intellectuelle, n'on pourra jamais comprendre totalement ce qu'est la conscience. Donc, c'est ce qui va compléter la lecture de ce texte. Donc, c'est sûr que les neuropsychologues, présentement, font un travail extrêmement intéressant pour comprendre le fonctionnement du cerveau physique. Sauf que, ce que je veux dire à travers mon propos par rapport à eux, c'est que la totalité de la conscience ne se limite pas strictement à l'activité neuronale. Donc, il y aura toujours une dimension qui va les échapper.
en dépit de toutes les découvertes et toutes les subtilités qui, au cours des dernières décennies, qui ont réussi à comprendre, notamment avec l'utilisation d'appareils comme des électroencéphalogrammes. Tout ça, c'est intéressant, ça a permis de mieux comprendre, de démystifier, entre autres, les ondes, par exemple, du cerveau, qui vont être actives en relation avec l'activité du langage, en relation, par exemple, quelqu'un qui pratique de la méditation en pleine conscience, bon, mais il va y avoir certaines zones particulières qui peuvent être activées, et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant à un certain niveau, mais ça a ses limites. Et c'est sûr que le but de mon texte, c'est de dire qu'éventuellement, il va falloir aller au-delà de ça pour que la science devienne plus multidimensionnelle en prenant en considération des dimensions psychiques. Et on aura à ce moment-là l'émergence de parapsychologues pour appréhender et étudier le phénomène de la conscience en complémentarité avec les psychologues et les neuropsychologues et psychiatres, là. Donc, ça nous prend un nouveau paradigme. Et c'est sûr que je vois dans le sens des propos qui sont tenus par Mario Beauregard, qui est un scientifique d'origine québécoise qui œuvre dans le domaine des neurosciences et qui a développé, entre autres, une approche en relation avec un paradigme post-matérialiste, donc qui critiquait avec raison le réductionnisme associé à une vision matérialiste du monde, et je fais la même chose que lui. D'ailleurs, je vois dans le sens des propos tenus par le philosophe jovialiste André Moreau, qui est un immatérialiste, un peu comme George Berkeley, qui avait développé cette épistémologie, donc cette façon d'appréhender les phénomènes qui est au-delà d'une vision avec des objets qui sont totalement solides, là. Donc, sur ces considérations, là, c'est vrai, je vais vous laisser. Je vous remercie de votre écoute et encore une fois, si vous avez envie là, de faire la lecture du texte là, auquel j'ai fait allusion aujourd'hui, vous avez le lien web en bas de l'enregistrement présent. Au revoir.